Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à We Network et merci à Fleur et associés en fait pour on va dire cette journée. Euh, donc moi, ce que je souhaiterais effectivement vous partager, avec Philippe, on a aussi, on va dire, anticipé le contenu de manière à être en tout cas, si possible, pas redondant dans ce qu'on va présenter. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est quelques planches sur quelques résultats sur l'utilisation, on va dire, des grands gaps. Et essayer aussi de positionner quelques challenges que l'on peut avoir et qui répondent quelque part à la remarque. Et ce que je souhaiterais juste pour essayer d'amener un élément, c'est qu'effectivement, en fait, quand on regarde en Europe, je veux dire en France, on a pris conscience en fait de la nécessité d'avoir en fait des composants, d'avoir on va dire des systèmes qui soient pertinents, bon, tout simplement parce que c'est une vraie demande en fait de nos clients, hein, en quelque sorte. Mais il y a un point où on se doit d'être, je pense, meilleur, c'est l'intégration. C'est dans le passé on appelait ça l'assemblage, mais on va peut-être pas appeler ça comme ça. Mais il est clair qu'à un moment donné, il faut être aussi sur cette problématique-là, tout simplement parce que l'Asie est devant, est vraiment loin devant nous. Et lorsqu'on parle d'électronique de puissance, tel que l'on voit aujourd'hui, c'est la problématique numéro 1 pour des problèmes et des raisons techniques. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter en vous donnant quelques chiffres pour finalement, et j'en suis sûr, vous le savez, mais vous sensibiliser une fois de plus à la nécessité de travailler sur des technologies d'intégration. Bien évidemment, tout ce qui a été dit entre autres par Philippe et ce qui va être dit aujourd'hui est toujours valable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une problématique d'intégration. Mais c'est peut-être là où des roadmaps, des acteurs se doivent en fait d'être présents. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Et puis, un autre point pour terminer par rapport à la présentation de Philippe et donc du CEA, juste un témoignage. Alors, avant de rejoindre ST, je travaillais chez Hexagon. On a créé en fait Hexagon, donc une start-up. Et grâce effectivement, on va dire, à l'ensemble de l'écosystème français, donc le CEA, mais pas que, hein, il y a besoin de financement ou autre, il y a des choses qui ont été réussies. Alors, bien évidemment, par rapport à l'ambition qu'on pouvait avoir avec Frédéric et Fabrice, les fondateurs, effectivement, il y a plein de choses qui ne se sont pas réalisées. Mais néanmoins, on voit que grâce en fait à tout le support que peut nous fournir, on va dire, l'écosystème français, entre autres sur la partie technologique, le CEA, il y a plein de belles choses qu'on peut faire. Donc voilà, c'est juste un témoignage et c'est pour ça que Philippe et moi on se connaît assez bien et ses collègues. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu ST Microélectronique. Alors tout d'abord, bon, ST, vous connaissez, mais juste une planche, puisqu'on parle d'électronique de puissance, c'est ce que vous voyez en fait au milieu. Bon, ST Microélectronique a une structure en fait qui est quand même assez saine par rapport à d'autres entreprises semi-conducteurs que je connais. On a globalement un tiers de revenus en tout ce qui est smart mobility, un tiers en power energy, un tiers en fait, on va dire, plus orienté vers tout ce qui est connectivité, digital, RF&O. Pourquoi je dis que c'est ça? Parce que en fait, même au-delà finalement d'une balance sur les solutions de semi-conducteurs, si on regarde aussi le positionnement de ST sur les différentes régions, c'est un peu similaire. C'est-à-dire on retrouve du un tiers, un tiers, un tiers. Si on regarde après sur les différents segments de marché, c'est-à-dire l'automobile, l'industriel, le consumer par exemple, on retrouve aussi du un tiers, un tiers, un tiers. Ce qui autorise à avoir en quelque sorte une structure relativement saine par rapport à des fluctuations de marché. Alors, c'est certain que si on regarde ST aujourd'hui, globalement 50 000 personnes, 13 milliards, je crois, de chiffre d'affaires en 2024, vous pourriez me dire, tu nous dis c'est ça, ceci dit, en 2023, 17 milliards. Donc il y a quand même 4 milliards qui a été perdu, mais ça, je ne vais pas commenter. L'analyse montre quand même qu'il y a eu pas mal de changements, on a tous souffert et on souffre encore. Si on regarde par exemple ce que Philippe disait sur la partie Tesla, bon, Tesla, je ne sais pas si vous avez vu ce matin l'information, mais ils sont en train de vendre les actions en masse. Bon, peu importe, on sait pourquoi, mais néanmoins, il y a un marché quand même qui effectivement est fluctuant sur des différents segments. Mais l'électronique de puissance, comme ça a été dit devant, de toute manière, c'est une démarche en fait qui est une démarche à long terme. Alors,
Si on regarde en fait cette électronique de puissance, c'est quoi? Bah, on le sait, maintenant c'est pas nouveau, hein, si vous regardez les chiffres. Vous voyez, je parle de 2021, j'aurais peut-être dû updater la slide, mais elle est toujours valable. Bah, ce qui est ici, en fait, le message, c'est quoi? C'est qu'on est dans une phase en fait où on pousse en fait pour la transition énergétique, pour finalement avoir ce qu'on appelle un carbone footprint qui soit, on va dire, positif. Et bien évidemment, on passe de tout ce qui est l'énergie fossile vers une énergie qui soit davantage en fait verte. Et lorsqu'on regarde en fait cette énergie, donc l'électronique de puissance, ce que vous voyez à droite en fait, c'est que ça touche plusieurs dimensions: la génération, la conversion, la distribution et puis le stockage. Donc quand on regarde en fait les solutions ST, et c'est un peu le message de cette slide, c'est qu'aujourd'hui on est plus focalisé sur tout ce qui est les solutions, donc les solutions de semi-conducteurs, pour la conversion et de la distribution. Et bien évidemment, ce qu'on voit, c'est que toutes les sources d'énergie, en fait, elles deviennent maintenant un usage pour les systèmes, en quelque sorte, de plus en plus électrifiés. Alors, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de sauver la planète, mais ce n'est pas une raison, à un moment donné, si vous voulez, de dire que l'énergie électrique, elle peut aller à tout va. L'énergie électrique, elle est sacrée. Et quand je dis elle est sacrée, c'est qu'il est important de voir qu'il y a des demandes, et entre autres, là, comme disait Philippe, au niveau des serveurs, vous verrez, il y a une planche où en fait, à un moment donné, on est un peu comme, si vous voulez, il y a à peu près une trentaine d'années. Alors pour certains, lorsqu'on faisait des développements software, on avait 1 kilooctet, ben, il fallait être intelligent. Aujourd'hui, on a 1 gigaoctet, on l'est un peu moins. Ben, ce que je veux dire un peu par là, c'est que l'électricité, ben, il va falloir aussi être intelligent pour essayer finalement de consommer quand même moins, c'est-à-dire avoir moins de pertes. Et c'est ça en fait, en quelque sorte, l'avantage que l'on a ici, quand on parle d'électronique de puissance, c'est finalement avoir des rendements qui soient finalement le plus élevé possible. Et quand on parle de rendement le plus élevé possible, ce n'est pas que le composant interrupteur. Et c'est là où effectivement on parle de système, c'est là où on parle à un moment donné d'intégration, et je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, ceci, je pensais Philippe que tu allais présenter un peu cet aspect-là, mais juste quelques éléments. Pourquoi je vais vous parler de grand gap? Bien évidemment, si on regarde en fait les chiffres marché de l'électronique de puissance, globalement, on est à peu près. Alors, si on regarde en fait sur 2025, on doit être à peu près à 18 milliards. Si on se projette à 2030-2035, on doit être pas loin de 28 milliards. C'est énorme. Alors, bien évidemment, pourquoi les grands gaps? Parce que c'est là qu'effectivement, que l'on voit, comme on dit, le CAGR, c'est-à-dire que la croissance, en fait, elle est vraiment portée par les grands gaps. Et on va voir pourquoi. Bien évidemment, pourquoi les grands gaps? Tout simplement, lorsqu'on regarde les caractéristiques purement, on va dire, technologiques, hein, par rapport au GaN, carbure silicium, on voit en fait que globalement, le gap, il est bien plus élevé. Et quand le gap est bien plus élevé, je vais essayer de faire très très simple, Philippe, tu m'excuseras, c'est pas très scientifique, mais l'avantage c'est qu'on peut faire tout petit. Et quand c'est tout petit, ben, globalement, en fait, tout ce qui est la partie capacitance, vous voyez, donc la partie physique est très faible. Et parce qu'en fait les capacitances sont faibles, on peut aller très très vite. L'avantage aussi, c'est qu'on ne perd pas en RDSA, c'est-à-dire qu'effectivement la résistivité du canal reste, on va dire, à taille donnée, ou à taille donnée plus faible, et en même temps les capacitances équivalentes. Alors quelques chiffres, un IGBT par exemple peut avoir plusieurs millijoules à chaque fois qu'on va créer une commutation. Si vous prenez par exemple un GaN, globalement vous avez de l'ordre de dizaines de microjoules. Alors je rappelle, 1 MHz, 1 microjoule, 1 watt. Alors watt c'est déjà pas mal, hein, il faut m'y shooter sur des fois 10 000 carrés. Donc à un moment donné, quand vous avez un IGBT qui fait 100 mm², alors certes ça peut aider à dissiper, donc du coup là, la problématique d'intégration elle est un peu moins. Par contre, quand vous avez 1 mm², là ça fait une densité de puissance qui est importante. D'où finalement toute la technologie qui est nécessaire à développer pour pouvoir en quelque sorte accompagner les composants semi-conducteurs. Et il ne faut pas oublier bien sûr les passifs. Alors, si on regarde maintenant, un peu pour chiffrer, et ça reste relativement simple maintenant cette slide, parce que je dirais c'est quelque chose qui existe depuis 2-3 ans maintenant et assez bien connu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, lorsqu'on prend des convertisseurs d'il y a à peu près 5-10 ans, on avait des moyennes globalement sur les rendements qui étaient à peu près à 85%. En moyenne, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas capable de faire 95%, voire plus. Par contre, la taille était un peu plus importante.
par exemple, on faisait ce qu'on appelle de l'interleaf, par exemple, les choses comme ça. Bon, maintenant, avec les grands gaps, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut monter pour le même coût système, je dirais, globalement à 95%. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le camembert de droite qui montre que la partie composant, globalement, je dirais que si vous faites par exemple la somme des 20% là, que vous avez à gauche plus les 25, on est à 45%. Et puis maintenant, la partie grand gap, vous voyez, ça représente quoi? 7%. Ça veut dire que maintenant, on peut continuer à travailler et améliorer les 5% restants. Alors, on n'arrivera jamais à 100%, bien sûr, mais il y a un travail à faire aussi, si vous voulez, sur les fameuses other losses. Il y a 33% où il faut travailler dessus pour essayer de diminuer. Alors, on n'atteindra pas 33, bien évidemment, mais on peut peut-être diviser par 2. Voilà, donc c'est encore un autre message qui montre effectivement que, comme montrait Philippe, les grands gaps, il va y avoir aussi une évolution, pas dire révolution, mais évolution, vers effectivement des composants qui vont être de plus en plus efficaces, mais néanmoins, il y a cette partie-là qui est importante et qui est nécessaire d'accompagner avec les composants, parce que les composants grand gap, si on ne sait pas apporter en quelque sorte la bonne intégration des bons passifs, on ne va rien en faire. Hein. On ne va rien en faire. Donc voilà, deuxième message. Alors ici maintenant, là je présente un peu la partie ST qui est en charge en fait des composants de puissance. Donc là vous voyez effectivement à gauche la partie en gap. Néanmoins, en regard en fait des chiffres marché, il y a encore beaucoup d'évolutions en fait qui sont à route et je dirais nécessaires sur la partie en fait des siliciums, donc la partie MOSFET par exemple, la partie IGBT. Il y a des IGBT aujourd'hui qu'on est en train de développer qui sont des IGBT qu'on appelle des IGBT rapides. C'est-à-dire que tout ça, ça évolue, bien évidemment. D'où après l'hybridation qu'on entend parler, par exemple chez certains constructeurs automobiles, on est en train de parler de mettre en parallèle, par exemple, un cycle et un IGBT. Et puis bientôt, on mettra un GaN. C'est-à-dire on prend en fait la vitesse du GaN, la vitesse de l'IGBT à sa commutation au départ, et on prend en fait l'IGBT en fait pour la partie, on va dire un peu plus conduction, par exemple, parce que les pertes sont plus faibles. Des choses comme ça. Et donc on voit que effectivement, on a besoin d'avoir un panel complet, sans oublier en fait ce qu'on appelle les rectifiers, les diodes et autres. Et donc là, qui sont pas très très loin de chez nous, j'allais dire chez vous, c'est pas chez tout le monde, mais bon, chez vous qui est 1h30, 1h30, voilà, et qui est effectivement à Tours, par exemple. Hein. Donc là, il y a effectivement beaucoup aussi d'évolutions qui sont nécessaires. Ça, c'est une chose qui est importante, donc qu'effectivement Philippe présentait aussi quels sont les avantages, je vais pas les lister. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt le petit triangle à droite qui autorise en fait aux concepteurs de convertisseurs d'avoir en fait un nouveau paradigme. Alors, quand je parle de nouveau paradigme, c'est un petit peu ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que avec des composants, on va dire IGBT, on savait faire des rendements de convertisseurs à 99%. Par contre, ils étaient corrompus. Là, avec effectivement les grands gaps, on a un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on peut faire finalement un convertisseur avec une forte efficacité dans une taille relativement réduite, tout en étant à ce moment-là capable aussi de ramener en fait le coût système, ou alors ce qu'on appellerait en fait l'usage, le TCO, hein, comme on dit, qui soit finalement aligné avec les attentes du marché d'aujourd'hui, qui peut être un peu différent du marché d'hier. Rappelez-vous, hier on acceptait d'avoir un chargeur à 80%. Aujourd'hui, si vous achetez des chargeurs, d'abord c'est marqué GaN Inside, hein, vous avez vu, et en fait ils sont quasiment à 92%, 93%. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre un chargeur qui fait 80%. Ça n'a plus de sens. Alors ici, c'est un exemple. Voilà, je voulais vous partager maintenant quelques exemples. Alors ça, c'est un exemple sur un onduleur pour une voiture électrique de 5 kW. Et là, vous voyez à gauche là, la colonne IGBT, si vous voyez tout au fond, qui indique en quelque sorte la surface en fait d'IGBT. Donc là, si on regarde bien, on parle de 600 mm², les pertes associées, les pertes en conduction, donc la partie R2, hein, comme on dit, et puis la partie en fait perte en commutation, donc rappelez-vous le on, off, et ainsi de suite, et les pertes totales. Donc là, on parle globalement de pertes d'un peu moins de 1 kW, donc 864, et vous voyez à droite, par l'usage de SiC. Et là, les SiC dont on parle, c'est SiC, ST,
génération 2, on est en train de travailler sur la génération 4, juste pour vous donner, donc on va réduire, comme indiquait Philippe, effectivement, sur ces roadmaps. Donc vous voyez ici le gain quand même intéressant, tout en ayant en fait une température en fait équivalente, hein, de manière à comparer des pommes et des pommes, donc là on parle de 105 degrés, et là vous voyez globalement qu'on vient diminuer au niveau des pertes, donc ça c'est quand même intéressant aussi, dans la notion d'intégration dont je parlais. Parce que si on conserve les mêmes pertes, la densité de puissance, elle va augmenter terriblement, et là, on va avoir des vrais problèmes pour effectivement dissiper ces calories. Donc, il faut aussi, bien évidemment, qu'il y ait un travail sur le composant, en diminuer ses pertes, et puis après, un travail pour effectivement dissiper. Donc là, on voit bien l'avantage. Néanmoins, il y a une chose que je souhaiterais, en tant qu'ingénieur, comme beaucoup d'entre nous ici, et scientifiques ici, c'est la courbe de droite. Parce qu'à un moment donné, on dit clairement, oui, le SIC est meilleur que l'IGBT, et ainsi de suite. Oui, mais on ne compare pas du tout domaine technologique. Il y en a un où, à un moment donné, l'IGBT, où on a un fameux VCE-SAT, vous connaissez bien, et donc, à un moment donné, pour un courant donné, le VCE-SAT il est quasiment constant, alors que l'autre, dans le cas d'un MOSFET, on est en fait avec une tension qui est finalement fonction de courant et tension U sur R, enfin je vous laisse calculer. Donc il est logique, si vous voulez, qu'au départ, la courbe en fait rouge, elle soit plate. D'accord? Ok? Donc ça, c'est quand même aussi dû à l'usage d'un MOSFET. Si vous utilisez un MOSFET silicium, je ne dis pas que vous allez avoir les mêmes pertes, mais globalement, vous n'aurez pas cette courbe-là. Vous allez avoir une courbe un peu plus flat. Bon, ça, je préfère quand même le dire, parce que souvent, on oublie, et je ne veux pas vendre le SiC pour le SiC, qui est une réalité, c'est l'usage d'un MOSFET. Voilà. Bon, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est maintenant cette courbe flat, elle est intéressante par rapport au profil de mission. Lorsqu'on est dans une automobile, on n'est pas en fait pleine charge, on n'est pas à fond tout le temps. Ça veut dire que globalement, par rapport à un certain profil NEDC par exemple, globalement, la courbe plate, elle va autoriser d'avoir en fait un meilleur rendement. Et c'est ça l'avantage finalement de l'usage d'un MOSFET et du coup l'usage des grands gaps, qui va combiner à ce moment-là une perte plus faible. Donc ça, je pense que c'est important de le partager, et c'est ce que les voitures aujourd'hui électriques peuvent porter. Je dis, la prochaine génération va utiliser des générations de génération 3 et 4, et aussi l'hybridation. Donc tout ça, bien évidemment, pour l'autonomie de la voiture et de notre usage. Alors ce qui est important aussi maintenant, c'est on l'a lié, vous l'avez lié aussi par rapport au carbone footprint. Donc là, vous voyez par exemple l'usage. Alors ça vient, le calcul vient du raw matériau jusqu'à la fin de vie. Je pense que c'est important de le dire quand on fait ce calcul-là. Donc vous voyez que au niveau MOSFET, on est à 1054 kg. Alors c'est pour un module, hein, qu'on soit clair, hein, c'est pas c'est le module. Et pour le silicium, on est à pratiquement 3 fois plus pour un IGBT. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire c'est bien le silicium. En fait, vous le voyez en haut que si on s'arrête au niveau du module, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, l'usage, donc la partie système, elle a une grosse différence. L'usage crée à ce moment-là un carbone footprint qui est 3 fois plus faible, 5 fois. Donc une approche système 8 fois de plus. Alors maintenant, si on se projette sur l'usage du SiC, du silicium, du IGBT et du GaN, aujourd'hui on a une tendance à faire un peu ce mapping, c'est-à-dire comme Philippe l'expliquait, le GaN étant quand même, on va dire, avec des caractéristiques qui permettent d'avoir en fait une résistance à l'état passant, on va dire, plus avantageuse et en quelque sorte une qualité, une performance en fait sur la commutation, hein, donc, parce que c'est petit, la capacitance et autres, globalement ça veut dire qu'il va y avoir une velléité en fait au GaN à monter en fréquence. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à partir du moment où on a des problématiques en fait d'encombrement. Alors ces problématiques d'encombrement, elles commencent par exemple sur les on-board chargers. À un moment donné, on n'a pas énormément de place dans une automobile, même si certains constructeurs ou infrastructures pensent avoir en fait un chargeur DC et ne pas avoir de chargeur embarqué, par exemple. Donc là, en fait, on rentre dans une autre discussion, mais néanmoins, ce que le message ici, c'est le GaN, on peut monter en fréquence et on répond finalement à un encombrement, une nécessité d'encombrement plus faible.
Après, une chose qui est importante, alors là, c'est lié un petit peu à plus la technologie GaN. Lorsqu'on prend en fait un MOSFET, vous savez qu'on a toujours en fait ce qu'on appelle la body diode. Et donc, cette body diode, elle va stocker de l'énergie quand on va passer, par exemple, dans ce qu'on appelle le troisième cadran. Désolé pour la partie technique. Mais l'avantage en fait du GaN, c'est qu'il n'y a pas de body diode tel que c'est construit. Et ça va avoir aussi d'autres avantages, et en particulier pour monter en fréquence. Pour faire simple, vous voyez l'énergie qui est en rose ici, ben, il va falloir à un moment donné décharger cette énergie avant de commencer à remettre on. Bon, ben, là, l'avantage avec le GaN, c'est que cette énergie, elle est nulle, ou très très faible, elle est stockée, on va dire, dans les capacités du packaging ou autre, peu importe. Et à ce moment-là, on va pouvoir remettre on très rapidement, donc vous allez pouvoir monter en fréquence d'une manière beaucoup plus facile. Alors il y a un petit calcul un peu rapide, c'est juste pour donner quelques chiffres. Vous voyez, si vous prenez un MOSFET qui est même à peu près de même RDS-on, donc là vous avez les quantités en fait d'énergie pour en quelque sorte mettre on le device. Hein. Donc vous prenez un MOSFET 80 nanocoulombs, vous prenez un GaN, comme il est plus petit, 8 nanocoulombs, déjà une fois moins. Au niveau donc de la perte en fait sur le drive, comme on dit, hein, sur la commande. Et là, vous voyez aussi les capacités. Hein, je parlais de capacitance. Vous voyez qu'un MOSFET, il va avoir 600 picots, et puis le GaN, il va être à 200 picots. Donc l'énergie, rappelez-vous, à 2000 CV2, l'énergie va être beaucoup plus faible. Et le QRR dont on parlait, qui est nul. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, vous prenez un MOSFET, et puis lorsque vous êtes effectivement à faire ce qu'on appelle le recovery time, de l'autre côté, vous avez presque 9 watts, et puis le GaN, vous avez à peine 1 watt. Déjà, c'est un gain extrêmement important. Et ce gain-là, alors pour les experts, c'est dans la partie dead time. Voilà. Le temps où à un moment donné, vous êtes off et vous devez remettre on. Alors maintenant, si on parle effectivement de serveurs, de data center, comme Philippe disait, on va le voir après, il y a effectivement un grand tournant en quelque sorte sur l'électronique de puissance sur les serveurs et la montée bien évidemment en puissance et les convertisseurs qui sont effectivement dans ces baies. Alors ici par exemple, souvent on a posé des questions, mais est-ce que le GaN est meilleur que le SiC ou le SiC meilleur que le GaN? Alors ça c'est, quand on s'appelle ST et qu'on a l'ensemble des technologies, ça pose pas de problème. Quand on est startup GaN, je peux vous dire qu'on a eu souvent, oui, mais le GaN, et inversement. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est comment on peut comparer des pommes et des pommes, avec effectivement des composants qui sont à peu près équivalents. Donc, effectivement, là, le SiC fait 55 milliohms, donc, dans la partie, on va dire, conduction est meilleure. Il est d'autant meilleur aussi, le SiC, pour info, c'est que la génération 2, la génération 3, lorsqu'on monte en température, le RDS varie relativement peu. Dans le cas d'un MOSFET, on est à peu près, alors quelques chiffres, lorsque vous allez passer de 25 à 150 degrés sur un SiC, vous êtes à peu près sur une variation de 1.2. Vous allez multiplier par 1.2 le RDS-on que vous avez à 25 degrés. Si vous prenez en fait un MOSFET silicium, vous êtes à 2.6. Et si vous prenez un GaN, vous êtes à peu près à 2.3, 2.4. Tout dépend un peu des technologies. Mais vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence au niveau de la variation du RDS-on quand on monte en température. Donc là, avantage au SiC, en quelque sorte. Et c'est aussi ce qui fait que, lorsqu'on parle de forte puissance, aujourd'hui, on parle de SiC. Aujourd'hui. Demain, on verra. Mais bon, ici, c'est intéressant. On parle d'une petite puissance, on parle de 3 kW. On reste avec des découpages qui sont relativement faibles en fréquence, 70 kHz. Vous pourriez me dire, ouais, vous m'avez dit qu'on pouvait monter en fréquence, 70 kHz, c'est ce qu'on fait déjà avec des MOSFET, et c'est vrai. La raison, c'est l'effort sur le filtre. Comme indiquait Philippe, sur des PFC comme ça, on ne fait pas de filtre actif. C'est malheureusement trop cher, et peut-être compliqué aussi. Donc on reste à des fréquences, on va dire, sur un spectre qu'on sait filtrer correctement. Et donc là, on voit que effectivement le GaN a quand même, globalement, on voit à peu près 0,5% quand même de plus. Alors, on pourrait dire, c'est pas beaucoup, 0,5%. Mais quand vous êtes déjà à 98,5, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Alors ça, c'est la partie PFC. Et puis à droite, vous avez la partie à ce moment-là DC-DC, où on fait une conversion tension-tension. Et là, c'est pareil. On vient utiliser à ce moment-là l'avantage en fait des composants GaN
Le MOSFET peut aussi atteindre, on va dire, et répondre aux besoins, mais va avoir en quelque sorte, on le voit ici, 2 points de moins. Vous voyez, silicone MOSFET, on a 2% de moins au niveau efficacité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le GaN devient finalement la référence du produit, en quelque sorte, pour les serveurs. Ici, c'est une slide qui montre que, justement, pour tout ce qui est data center, les AI et ainsi de suite, donc c'est une source, en fait, News Power, que seul le GaN est capable, finalement, de répondre aux standards dits, finalement, 92. Donc c'est standard pour la partie efficacité sur plusieurs points de fonctionnement, en quelque sorte. Ici, c'est juste une slide qui vous montre qu'autrefois, on était sur des blade servers, vous savez, qu'on mettait dans les baies de l'ordre de globalement 3 kW, comme indiqué tout à l'heure. Vous voyez, la tendance, c'est les 100 kW, voire plus. Pour exactement les raisons de Philippe, la question aussi, la consommation électrique est demandée, en fait, pour tout ce qui est tourné, on va dire, les algorithmes d'intelligence artificielle. La tension aussi commence à monter. Aujourd'hui, les serveurs ils commencent à être complètement, je dirais, imprégnés de liquide en quelque sorte pour pouvoir dissiper. Vous voyez, c'est plus du tout des ventilateurs, des choses comme ça, parce qu'effectivement, ça chauffe. Donc encore une fois, des convertisseurs font des rendements mieux que ce qu'on faisait hier. Une chose aussi intéressante, c'est tout ce qui est 5G. Là, pareil, c'est des communications qui sont beaucoup plus, on va dire, avec moins de distance, mais on voit effectivement des besoins. Vous voyez, les serveurs, on était avant à peu près à 5-6 kW, on monte maintenant à 12 kW. On monte en puissance. Rappelez-vous ma slide, l'énergie électrique, c'est quand même aussi encore un bien précieux. Il faut qu'on travaille, nous les scientifiques, en quelque sorte, tous les ingénieurs, pour réduire, on va dire, la consommation. Un point aussi intéressant, rapidement, ici c'est un DAB, comme disait Philippe. Donc c'est juste en fait la partie, on va dire, un peu ce qu'on appelle powertrain électrique de puissance. Et là, ce qui est intéressant, c'est a été fait, vous voyez que le DAB, donc on est partiellement soft switching, alors en commutation douce, commutation dure, mais avec un composant qui fait 65 milliohms, à peu près 40 ampères, à peu près. Globalement, à 1 MHz, on arrive à tirer quand même pratiquement 98%. Alors bien sûr, 98%, si vous regardez la courbe, plus on va monter en puissance, plus ça va diminuer. Rappelez-vous, un microjoule, un mégahertz, un watt. Si je suis en fait un dixième de mégahertz, j'aurai un dixième effectivement de perte. Donc je pourrais effectivement, pour une température donnée de boîtier ou de système, je pourrais monter la puissance. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut monter en puissance. Une autre chose intéressante, c'est simple, mais néanmoins donc c'est chiffré, c'est vous avez un moteur, vous montez en fait en fréquence de découpage, un peu comme l'expliquait Philippe sur la partie batterie commutée. Bon, c'est un peu tout à fait le même système, mais on monte en fréquence, vous voyez le gain en fait au niveau d'efficacité, par de 4%. C'est déjà ça. Alors après, bien sûr, on monte à 1 MHz, on peut encore effectivement avoir un signal un peu plus pur, mais là après, il y a toutes les problématiques de filtrage, c'est d'autres soucis. Mais ces problématiques de filtrage, pour moi, ils appartiennent aussi à des notions d'intégration. C'est ce qu'expliquait un peu Philippe quand il parlait en fait de monolithique GaN IC. Plus vous allez réduire, plus finalement vous pouvez gérer les problématiques en quelque sorte d'intégration. Ici, ça vous reconnaissez, on a tout ça dans le frigo, derrière le frigo. Là c'est pareil, donc là on est monté en fréquence. Alors vous allez me dire, ça ne monte pas beaucoup, on est monté à quoi, 5-8 kilos. Ça permet quand même à un moment donné à gagner 1%. 1% multiplié par le nombre de frigos et d'habitants, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est un bon exemple. Alors on parlait de GaN et de bidirectionnel. Le bidirectionnel, il existe aujourd'hui. Ça il est en qualification en quelque sorte. Et ce qui est intéressant avec ce composant, et c'est ça qui fait qu'effectivement il y a une forte demande du marché, c'est comprenez que si on a par exemple un besoin d'avoir un interrupteur bidirectionnel, donc il avait travaillé dans les 4 cadrans. Globalement, si vous avez besoin d'avoir un produit qui fait par exemple un ohm, il vous en faudra 4 de l'autre côté. Donc vous voyez l'avantage au niveau système et au niveau du coût système. Donc l'intérêt il est là. Alors après,
bien évidemment, il y a des intérêts aussi d'architecture, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle des matrix inverteurs, un étage avec du bidirectionnel, au lieu d'en avoir deux. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ça qui fait qu'il y a une grosse traction du marché sur bidirectionnel. Et aujourd'hui, pratiquement tous les fournisseurs de semi-conducteurs GaN, sans rien nommer bien sûr, ont en fait des solutions bidirectionnelles qui vont arriver d'ici un ou deux ans. Donc un exemple, on retrouve en fait un petit peu, où on trouve en fait ce qu'on appelle le montage anti-série ou back-to-back, enfin peu importe, donc on retrouve ça effectivement dans les systèmes simples, triphasés, jusqu'au micro-inverteur, par exemple sur les panneaux photovoltaïques, par exemple, simplement, on aimerait simplifier en quelque sorte l'électronique, donc vous avez un rendement qui est meilleur et en plus c'est moins cher. Donc ça, les clients aiment bien. Dernier point, pour finir, on a parlé tout à l'heure en fait de GaN. Le GaN, il peut monter globalement à 200, 300 volts, certains disent 500 volts par nanoseconde. Vous imaginez 500 volts par nanoseconde avec des courants commutés à 20 ou 30 ampères. Il est clair que dès que vous avez des pistes, des capacités, par exemple, qui sont sur des PCB ou des choses comme ça, tout ça, à un moment donné, ça crée ce qu'on peut voir à droite, des rayés. Bon, ça, il n'est pas très, très, très propre, le signal à droite, mais c'est juste pour l'illustration. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut intégrer. Par contre, intégrer, par exemple, sous forme de produits monolithiques, on peut intégrer, et le monde du silicium ne le montre pas bien, on peut intégrer, mais il y aura toujours à un moment donné une limite à la dissipation de puissance. C'est une bonne remarque sur l'IA tout à l'heure, où à un moment donné, on embarque l'IA, mais ça veut dire qu'on consomme davantage, et donc il faut trouver ce trade-off. Probablement avec l'évolution, ce trade-off il va monter, mais néanmoins, il y aura toujours des solutions qui seront monolithiques et des solutions discrètes. Et quand on parle de solutions discrètes, il est important à ce moment-là, et je répète, de travailler sur l'intégration. Alors ça peut être du system in package, alors comme on a des familles de produits, on met plusieurs puces dans un boîtier, mais on peut aller beaucoup plus loin. Là c'est l'exemple dans un boîtier, mais on peut aller beaucoup plus loin en intégrant des puces et des passifs dans les substrats. Alors que ces substrats, ça peut être des FS4, ça peut être peu importe. Et là, c'est l'évolution qu'il faut voir, et en particulier sur les point of load, que Philippe a stagé tout à l'heure, où là, il y a une vraie nécessité d'intégrer. Plus on va intégrer, plus on va avoir tous les bénéfices en fait des composants GaN, et ensuite on sera aussi capable de mettre des composants passifs dans ces substrats. Et si ces composants passifs sont de la famille en fait, on va dire du semi-conducteur, comme certains passifs existent de chez certains fournisseurs, à ce moment-là, on va pouvoir manipuler, on va dire, et intégrer une puce active comme une puce passive dans un substrat et autoriser à ce moment-là de faire de la miniaturisation et d'être capable à ce moment-là d'avoir en fait des rendements qui soient importants. Alors on a des démonstrateurs en fait qu'on a fait à ST où en fait à un moment donné on a intégré des puces, on a intégré des passifs et là on peut montrer effectivement qu'on est meilleur que je dirais des solutions tout à fait traditionnelles. Et juste pour terminer sur ce point-là, le challenge que l'on a, tel qu'on le voit nous à notre niveau, c'est que ces solutions d'intégration restent encore, et c'est le feedback qu'on a de nos clients, restent encore relativement en fait chères. Donc il y a quand même effectivement un challenge, qui est un challenge technologique, mais il y a aussi un challenge en fait de compétitivité vis-à-vis peut-être aussi des Asiatiques, peut-être qu'ils travaillent là-dessus. J'ai pas trop de détails, mais c'est important de voir que l'intégration, c'est vraiment un mot important. Une dernière chose, et j'arrête là, on a parlé en fait de composants passifs, de composants actifs, on a parlé d'intégration, d'implémentation en quelque sorte, il y a toute la partie loi de commande. Parce que quand vous commencez à avoir en fait un convertisseur qui est en quelque sorte bouclé, donc il vient regarder par exemple la tension de sortie ou peu importe, et il vient après réagir sur la commande, quand vous êtes dans des nanosecondes, pour pas dire des picosecondes, moi je ne sais pas fermer la boucle. D'un point de vue timing. Donc là, on est à ce moment-là sur des lois de commande que l'on appelle en fait à un moment donné sensing vers la prédiction. Et la prédiction, c'est quoi? Une fois encore, c'est l'IA. C'est-à-dire que si on est capable de savoir comment finalement se comporte le fameux système, alors avec des jumeaux numériques, comme l'expliquait Philippe, on est capable à ce moment-là, on va apprendre
et on saura finalement anticiper la bonne loi de commande. Ça veut dire finalement l'action qu'on va avoir sur le transistor, on-off, en quelque sorte, la durée, par exemple, des choses comme ça, le fameux duty cycle, et d'être capable à ce moment-là d'avoir une bonne régulation. Donc ça, c'est important de le dire. Et bien évidemment, il y a d'autres aspects qui est la partie magnétique. Et je m'arrête. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, l'électronique de puissance, c'est encore 10 ans devant, avant de trouver les vraies solutions à court terme.